Et on va passer au deuxième sujet. Donc on va quitter le live et on va passer à de la vidéo, on va dire un peu plus traditionnelle, dans le sens où elle est produite, elle est montée, elle est post-produite et elle est diffusée. Avec une différence, c'est qu'elle est diffusée de plus en plus sur les réseaux sociaux et donc par rapport à ce que les institutions patrimoniales ont pu faire depuis 15-20 ans, depuis qu'elles travaillent avec la vidéo, évidemment le format, le mode de diffusion et même le ton a eu tendance à changer et à s'adapter aux réseaux sociaux. Donc je vais proposer à nos 3 intervenants peut-être de venir, 4 intervenants. Alors on va peut-être commencer par la première intervenante. Pardon. Je propose à Marion de venir de l'ARMN pour nous parler un petit peu de l'évolution justement des supports et des contenus vidéo de l'ARMN depuis quelques années. Et après, nous aurons le point de vue de la Fondation Cartier et de 2 autres producteurs sur ce même sujet de l'adaptation des contenus vidéo aux nouveaux modes de diffusion. C'est à toi, Marion. À vous, Marion. Pardon, je vais y arriver. Bonjour à tous. Je m'appelle Marion Boulet. Je suis en charge de la production audiovisuelle online, donc toutes les vidéos diffusées sur le web pour la réunion des musées nationaux Grand Palais. Donc, je travaille en grande collaboration avec Alexia, donc la community manager. Nous, aujourd'hui, le premier canal de diffusion de nos vidéos, c'est YouTube. J'aborderai les autres réseaux sociaux après. Mais voilà, aujourd'hui, nous, toute notre ligne éditoriale est pensée en premier lieu pour notre chaîne YouTube. Donc, juste pour recontextualiser avec quelques chiffres, donc c'est une chaîne qu'on a créée en 2012. Avant ça, on a commencé en 2008 à produire des vidéos pour le web et on diffusait sur Dailymotion. Puis on a créé donc notre chaîne YouTube en 2012. Depuis 2012, on a posté 713 vidéos, on a plus de 4 millions de vues, 13 403 abonnés fin octobre. Voilà, si on fait un petit focus sur 2017, on a jusqu'à aujourd'hui posté 132 vidéos et gagné 1 million de vues et 3000 abonnés cette année. Voilà. Pareil, pour recontextualiser un petit peu aussi notre audience, donc on a sur notre chaîne YouTube, c'est vraiment une audience jeune. Donc on voit qu'on a une majorité de 25 ans, 34 ans, française. Voilà. Après la France qui est à 72%, c'est les États-Unis, mais avec 3% de visionnage. Donc voilà, c'est vraiment une audience, voilà, c'est marginal. Et puis c'est plutôt mixte. Alors c'était plutôt féminin il y a encore quelques années. C'est un peu comme les réseaux sociaux, mais on est en train de gagner en audience masculine et du coup c'est en train de s'équilibrer. Donc ça c'est plutôt intéressant. Alors nous, les formats qu'on développe, ils ont évolué bien évidemment depuis 2008, puis 2012 avec la création de la chaîne YouTube. Pour une exposition donnée, pour une saison, on développe 3 formats de vidéo. Tout d'abord un diaporama, donc qui est une durée très courte, 30-40 secondes. Et ça, c'est vraiment un format qui a été pensé, et c'est le premier qui a été pensé pour les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et surtout Instagram. Donc c'est un format qu'on produit depuis l'année dernière et donc qui est quelque chose qu'on poste vraiment en amont de l'exposition, 5 semaines avant l'ouverture. C'est un mood board de l'exposition. C'est un montage péchu des images qu'on a sélectionnées, des visuels de l'exposition sur une musique sympa. Voilà, donc ça c'est le premier format qu'on produit. On produit une bande-annonce de l'exposition. Donc qui a un format de 40-50 secondes, donc plus long que le diaporama, qui se veut, c'est quelque chose qui doit en dire, mais pas trop, qui doit attiser une certaine curiosité. Et on accorde énormément d'importance aussi à la musique pour ce format-là. Et enfin, un autre sujet, la bande-annonce, elle est diffusée 10 jours avant
le début de l'exposition. Puis, on a notre troisième format, la présentation d'exposition, qui est un format, on va dire, classique, institutionnel, de 3-4 minutes, qui laisse vraiment la place au commissaire de l'exposition, aux propos. Là, on rentre vraiment dans le sujet et on explique aux visiteurs ce qu'il va découvrir dans l'exposition. Et c'est un sujet qui est posté le jour de l'ouverture de l'exposition. Donc ces trois formats, on a réussi à fidéliser notre audience sur ces trois formats qui sont vraiment attendus. Et voilà. Et le timing est aussi très important à respecter. Si on fait un petit focus sur la saison dernière, donc au printemps 2017, donc on avait au Grand Palais l'exposition Jardin. Et les chiffres sont assez représentatifs des chiffres qu'on peut faire sur la chaîne YouTube. C'est-à-dire que le diaporama, en moyenne, il va faire 10 000 vues, ça peut être plus. La bande-annonce, elle se situe dans les 30-35 000 vues. Et la présentation d'exposition, pareil. Alors là, pour Jardin, elle est au-dessus de la bande-annonce, mais voilà, en général aussi, elle est dans les 30-35 000 vues. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des formats qui ont une longue vie, c'est-à-dire que on a des chiffres assez. Je vais reprendre mes petites notes pour pas vous donner de. Mais par exemple, on a des bandes annonces qui continuent à faire énormément de vues, comme par exemple Niki de Saint-Phal. La bande-annonce de l'exposition qui a été en 2014, elle en est à 221 000 vues et ça n'arrête pas. Et elle sort systématiquement dans nos top 3 dans les chiffres. On a aussi Newton qui ressort tout le temps la bande-annonce, qu'on est à 52 000 vues et ça n'arrête pas. Et Bill Viola, l'exposition qui a eu en 2014, qui pareil en est à 257 000 vues et ressort systématiquement dans nos top 3, top 5. Et donc en fonction des événements, des expositions qu'il peut y avoir à Paris, en France ou dans le monde, on voit que nos sujets sur YouTube ont vraiment une vie qui est longue en fait, qu'ils ont plusieurs vies au moment de la saison, au moment de l'exposition, puis après. Donc ça, c'est intéressant à souligner. Voilà, et puis autour de ça, on produit d'autres formats pour la chaîne YouTube. Donc on a des séries. Donc, par exemple, des angles de série en 2017, Cliché, qui est une série de 3 épisodes de 5 minutes. On est dans du format un peu plus long. Et sinon, on a une série qui vient de sortir, L'art d'en parler, paroles d'enfant, qui est 5 épisodes de 1 minute. Donc, on a pensé aussi aux autres réseaux sociaux en créant cette série. Et voilà, qui vient d'être lancée. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que pour les séries, on a une interaction qui est souvent plus élevée que pour nos autres formats classiques. On a beaucoup plus de j'aime, on a beaucoup plus de commentaires, on va dire, pertinents, c'est vraiment des questions sur le contenu. Et ça, pour la série Cliché, qui est sortie au printemps 2017, on a vraiment eu des interactions très intéressantes et qui sont plus rares quand on parle de bande-annonce ou de diaporama où on est plus dans le contemplatif. Voilà. Les autres sujets qu'on produit, on développe pas mal de collaborations avec des youtubeurs. Donc là, j'ai cité Manon Bril parce que c'est notre dernière collaboration en date, mais on a commencé déjà il y a quelques années. Je vais passer rapidement. Et puis, on produit aussi avec des partenaires des projets plus innovants comme des vidéos 360 degrés, comme on l'a fait pour l'exposition en cours, l'exposition Gauguin, où on a créé un voyage immersif 360 degrés, et donc on poste également sur notre chaîne YouTube. Donc vous l'aurez compris, la chaîne YouTube, nous, c'est vraiment pour l'instant le nerf de la guerre. C'est de là que partent toutes nos productions. Ceci dit, on est tout à fait conscient que la vidéo a pris à sa place maintenant sur les autres réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on est dans une logique où on adapte. C'est-à-dire qu'on adapte notre production actuelle aux réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est adapté? On est conscient chaque réseau a ses contraintes. Instagram, par exemple, c'est 1 minute maximum pour la durée d'une vidéo.
On est conscient des usages aussi des visiteurs. Sur Facebook, on va regarder en muet, voilà, on met pas de son. Donc on va adapter nos contenus en intégrant de manière systématique maintenant des sous-titres, enfin en incrustant des sous-titres voilà, pour toutes nos vidéos qui ont du contenu parlé. On va réaliser des coupes ou des remontages pour réduire les vidéos. Donc voilà, donc on adapte sans cesse maintenant nos contenus. Ce qu'il est intéressant de regarder, en fait, c'est de comparer tous nos réseaux sociaux et de voir qu'en fait, par exemple, donc là je prends pour octobre 2017, que finalement le top 1 est le même sur Facebook, Twitter et YouTube. À savoir que c'est la bande-annonce Gauguin qui, dans les chiffres, ressort sur ces trois réseaux sociaux. Donc après, on constate effectivement la grande différence de vues entre Facebook et YouTube, avec plus de 46 000 vues sur Facebook et 10 000 vues sur YouTube. Donc bon, là, on en revient à ce qu'expliquait Damien tout à l'heure sur la façon, voilà, comptabilité. Mais il n'empêche que c'est vrai que l'interaction, et je pense qu'Alexia, à mon sens, est quand même plus grande sur Facebook, sur nos contenus vidéo. Voilà, on a, nous, sur YouTube, fidélisé une audience et nos contenus sont attendus, on le sait. Mais quand on poste sur Facebook ou sur Twitter ou Instagram, ça réagit beaucoup plus. On a beaucoup plus de commentaires, voilà. On voit après, voilà, le top 2 varie selon les réseaux sociaux. Mais voilà, on voit que Facebook, là, s'aligne. Voilà, mais c'est des choses qui est intéressant de regarder. Après, on voit que notre présentation d'exposition, Gauguin, pareil, c'est le top 3 de Facebook, Twitter et YouTube. Et c'est intéressant parce que c'est un format long. C'est un format, comme je disais tout à l'heure, de 4-5 minutes. Et on le poste en dur et on le poste en entier, sauf sur Instagram, on met un extrait. Et en fait, il fait ses vues, les gens regardent une bonne partie, voire tout le sujet. C'était quelle durée, celui sur Gauguin 4 minutes, la présentation d'exposition. Et elle a fait, voilà, enfin, sauf, voilà, tu confirmeras Alexia, mais sur Facebook, elle a très bien fonctionné et on n'est pas allé couper, on n'est pas allé réduire. Par contre, on a incrusté des sous-titres dans la vidéo pour que le mode muet, pour rentrer dans l'usage des usages de Facebook. Donc aujourd'hui, on en est là. Après, en ce moment même, pour la saison 2018, les expos de printemps 2018, on a vraiment une réflexion, on est en train de vraiment réfléchir maintenant à, on ne veut plus adapter nos contenus, mais vraiment créer en fonction du réseau sur lequel on va poster. On est conscient qu'il y a une diffusion multicanale, on n'est plus que sur YouTube. Et donc, ce qu'on voudrait maintenant, c'est qu'il y ait une vraie dynamique dès le début de la chaîne de production et qu'il y ait une vraie réflexion à savoir, voilà, on va produire telle vidéo pour tel réseau social et on va adapter avec nos cibles. Parce que YouTube, c'est pas le même public que sur Facebook, que sur Instagram et que sur Twitter. Et donc, du coup, on veut sortir de cette adaptation pour voilà, créer en fonction du canal de diffusion. Donc, on en est là aujourd'hui et voilà, en grand chantier pour la saison 2018 à venir. Mais effectivement, on abandonne la logique du un contenu, plusieurs canaux. Enfin, on fait évoluer. On évolue en tout cas dans le sens où voilà, on veut vraiment maintenant créer. C'est vrai que voilà, il y a par moments, à partir de l'existant, on va créer ce qu'on appelle nous des pastilles. À partir d'un sujet existant, 3-4 minutes, on va créer une pastille de 1 minute. Mais on voudrait sortir petit à petit de ça pour créer des vrais contenus adaptés pour chaque réseau social. Merci Marion. Alors je voudrais que tu reviennes. Est-ce que tu peux revenir sur la slide du top? Ça m'incite à te poser une question. Le deuxième du tableau, oui. la ligne du milieu, oui. Gauguin, je suis un sauvage, c'est le documentaire qui a été fait pour Arte. Tout à fait. Comment vous travaillez? C'est un extrait. C'est un extrait, évidemment. Ouais. Mais comment justement vous travaillez? Parce que vous êtes un gros coproducteur de documentaires avec toutes les chaînes de télévision quasiment pour chacune de vos expos. Oui, tout à fait. Comment vous travaillez pour adapter justement ou extraire d'un documentaire qui fait 52 minutes
Est-ce que vous en extrayez, vous en faites un extrait? Est-ce que quelquefois vous en prenez plusieurs extraits? Et quelle est la latitude que vous avez par rapport au producteur ou au diffuseur? Combien d'extraits, par exemple, ils vous autorisent à utiliser sur un 52 minutes? Sur un 52 minutes en coproduction, on a carte blanche, parce qu'on est coproducteur. Donc ça fait partie du deal du début, donc on fait ce qu'on veut. Gauguin, je suis un sauvage, par et sur Gauguin, je suis un sauvage, on a préparé 3 extraits, pour l'instant on n'en a mis qu'un. C'est un contenu vraiment qui, pour le coup, nos autres les formats que j'ai présentés au début, les 3 formats qui sont toujours là, ils ont un timing très précis. Voilà, ce sont des vrais rendez-vous. Par contre, pour les extraits, ils viennent vraiment jusqu'au bout de l'exposition, rythmer nos diffusions. En général, on en fait 3. Si après on voit que ça fonctionne, si on voit que c'est un documentaire qui est beaucoup vu en replay, même sur Arte, etc., on n'hésite pas à en mettre plus, mais en général, c'est 3. Ouais. Et ça fait la moitié de l'audience de la bande-annonce sur un mois donné. Tout à fait. Pour Gauguin, oui, parce que c'est pas. Ouais. Pour les extraits, c'est très aléatoire. On a vraiment des extraits qui font un flop total, vraiment. Mais Gauguin, de sa notoriété, Gauguin, c'était. C'est un bon sujet. C'est un bon sujet, c'est gagné entre guillemets, voilà. Mais je suis surpris parce qu'il y a des institutions, d'autres institutions culturelles, muséales en France, qui sont aussi dans une logique de coproduction et qui parfois ne font pas cette extraction d'un ou plusieurs extraits. Donc je ne savais pas si c'était une histoire, une raison juridique ou une raison éditoriale. Je ne sais pas. Après, l'enjeu, c'est d'essayer via cet extrait, d'amener les gens à regarder le documentaire qui passe sur Arte et puis en replay. Après, est-ce que ça fonctionne? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vu. L'extrait est vu. Alors, j'avais une deuxième question à te poser. Au début, dans ton historique, tu as parlé de Dailymotion et après, tu l'as totalement ignoré, zappé. Oui, tout à fait. Je sais qu'il y a beaucoup d'institutions qui se posent la question aujourd'hui de la pérennisation. Ouais. Est-ce qu'il faut continuer à être sur Dailymotion? Est-ce qu'il faut mieux se concentrer sur YouTube? Éventuellement, aller en doublon sur Vimeo pour intégrer le player Vimeo et éviter la publicité. Quel est un peu votre positionnement par rapport à ces trois plateformes de diffusion vidéo? Alors Vimeo, il n'en est pas du tout question aujourd'hui. C'est un outil de travail en interne, mais vraiment, il n'en est pas du tout question. Dailymotion, en fait, alors on continue à publier toutes nos vidéos sur Dailymotion, mais le nombre de vues est complètement ridicule. J'ai pas amené les chiffres, mais parfois ça peut être 10 vues, quoi, alors qu'on en est à 46 000 vues sur Facebook, 30 000 sur YouTube. Et alors en toute honnêteté, aujourd'hui on la garde. En plus on a des partenariats qui font que de toute façon on doit la garder. Ça coûte rien, si ce n'est le temps de et voilà, ça coûte rien. Il faut faire l'upload, il faut quand même l'éditorialiser un minimum, parce que c'est comme une des vitrines du Grand Palais, donc on y passe quand même du temps, mais ça décolle jamais. Quelqu'un qui n'y est pas n'a aucune raison d'y aller maintenant. C'est une institution aujourd'hui. Non, ouais. Aucune raison, non. Donc c'est vraiment YouTube qui est vraiment la vitrine en termes de vidéo, notre vitrine. Ouais. Est-ce que je peux vous demander qui aujourd'hui parmi les institutions est en double diffusion YouTube et Dailymotion? Mais en se posant beaucoup de questions. Aussi les deux pour le Louvre, YouTube et Dailymotion, mais on va arrêter de faire moins. Je la vois qui porte. Ouais. Et donc nous, on a YouTube et Dailymotion au Louvre, mais c'est vrai que petit à petit, je pense qu'on va abandonner Dailymotion, donc on publie de moins en moins sur Dailymotion. Mais la réflexion, c'est peut-être éviter de faire un doublon, quoi. On va se concentrer plus sur YouTube.